Amnesty International dénonce des violences sexuelles à grande échelle au Soudan du Sud. L'ONG déplore l'impunité en cours. Au Maroc, comparution d'un journaliste arrêté à Al-Hoceima. Reporters sans frontières s'inquiète des entraves aux journalistes. En République démocratique du Congo, ce sont les syndicats de l'administration publique qui se mettent en grève. Ils réclament l'amélioration de leur salaire. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal sur SIC. Nous démarrons cette édition par des nouvelles du Soudan du Sud. Violences sexuelles au Soudan du Sud, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur ces crimes subis par des milliers de femmes, de filles, mais aussi d'hommes. Depuis le début des hostilités en 2013 entre le camp du président et celui de son rival Riek Machar. Suivez. L'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, dans un nouveau rapport rendu public ce lundi, décrit l'état de détresse vécu par les victimes des violences sexuelles au Soudan du Sud. Le caractère ethnique et politique des actes est dénoncé et un appel est lancé pour qu'il soit mis fin à ces agressions qui se déroulent en toute impunité. Intitulé « Do not remain silent », le document est très accablant pour les camps qui s'affrontent au Soudan du Sud. Les chercheurs d'Amnesty International, auteurs du dit rapport, se sont entretenus pendant des mois avec quelques 170 victimes de ces violences, dont une vingtaine d'hommes. Femmes comme hommes, certains ont été violés, d'autres castrés, et dans un cas particulièrement sordide que décrit ce rapport, des soldats gouvernementaux auraient inséré de l'herbe dans le rectum d'un jeune homme. Puis, ils y ont mis du feu et l'ont regardé brûler vif. À en croire les enquêteurs, nombre de ces victimes ont été ciblées en raison de leur appartenance ethnique, souvent confondue à une allégeance politique. Amnesty International, qui parle de crimes sexuels prémédités commis à grande échelle, dénonce l'impunité dont jouissent leurs auteurs jusqu'à ce jour. Nous poursuivons donc ce journal. Cette fois-ci, cap est mis sur le Maroc pour dire que Reporters sans frontières s'inquiète des entraves faites aux journalistes dans leur couverture des événements du RIF, notamment lors de la dernière marche interdite du 20 juillet dernier. Et parmi les dizaines de personnes interpellées ce jour-là, Hamid El Madawi, directeur de publication du site internet marocain Al-Badil, comparaît ce lundi à Al-Hoceima. L'un de ses avocats assure qu'il garde le moral. Sa garde à vue a été prolongée de 48 à 112 heures et il a été maintenu en détention le temps de l'examen du procès. Pour rappel, il est poursuivi en vertu d'un article du Code pénal et d'un autre du Code des libertés publiques pour incitation des citoyens à enfreindre à la loi. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison ferme et 50 000 de dirhams d'amende, soit environ 5 000 €. Que nous dit la nouvelle du côté de la RDC à présent? L'opposition congolaise a dévoilé samedi son calendrier d'action pour obtenir le départ du président Joseph Kabila. Sont en effet prévues 2 journées ville morte, les 8 et 9 août, des meetings le 20 août et un appel à la désobéissance civile à partir du 1er octobre. Le rassemblement de l'opposition a fait cette annonce à Kinshasa en clôture d'un conclave vendredi et samedi. Il prévoit d'abord 2 journées ville morte dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en guise d'avertissement, a annoncé le rapporteur du conclave dans une déclaration publique. L'opposition prévoit en outre des rassemblements pour le 20 août dans les chefs-lieux des 25 provinces et 4 de manière simultanée dans la capitale, Kinshasa. À défaut d'avoir convoqué le corps électoral le 30 septembre, Joseph Kabila ne sera plus reconnu président de la République à partir du 1er octobre, a lancé le rapporteur qui s'exprimait du siège du parti historique d'opposition UDPS de la famille Tshisekedi
dans le quartier de Limete. Pour l'opposition, en cas de non-respect de cette date butoir, les quelques 70 millions de Congolais seront invités à ne plus payer leurs taxes et redevances dues à l'État, ni leurs factures d'électricité et d'eau aux deux sociétés d'État qui en ont le monopole. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mort le 1er février à Bruxelles, Félix Tshisekedi a appelé en lingala, l'une des 4 langues nationales, policiers et militaires à ne plus respecter des ordres mal donnés, notamment pour tuer des Congolais. Félix Tshisekedi a par ailleurs accusé le président Kabila de prendre en otage le corps de son père, qui n'a toujours pas été rapatrié, faute d'accord entre la famille et les autorités sur l'organisation des obsèques. Le pouvoir doit organiser des élections d'ici la fin de cette année, conformément à un accord conclu le 31 décembre sous l'égide de l'Église catholique. Je n'ai rien promis du tout, je souhaite organiser des élections aussi vite que possible, a de son côté déclaré Joseph Kabila à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel en juin dernier. Nous étions en République démocratique du Congo. Nous y restons pour cette fois-ci nous intéresser aux fonctionnaires et agents de l'administration publique qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions salariales. Ils ont donc décidé de débrayer à compter de ce lundi. Ce débrayage a été décidé vendredi dernier au cours d'une assemblée générale convoquée sur la place Golgotha au bâtiment du ministère de la fonction publique. Selon le modérateur du collectif des syndicats de l'administration publique, la vie du fonctionnaire congolais n'est pas du tout enviable. Les rémunérations sont insuffisantes. À cet effet, les fonctionnaires exigent que le gouvernement indexe les salaires à un taux convenable. Ainsi, au lieu de 930 francs CFA pour $1, ils réclament l'application immédiate du taux de 1425 francs CFA pour $1. Par ailleurs, une autre menace de grève est brandie côté syndicat des médecins de Kinshasa avec en priorité toujours des revendications salariales. Le contrôle de la démographie sur le continent africain préoccupe les décideurs politiques. Les parlementaires de l'espace CEDEAO étaient le week-end en conclave à Ouagadougou. À cette rencontre, ils ont pris d'importantes décisions. Suivez. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad ont dévoilé samedi leur ambition, celui de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser de moitié d'ici à 2030 le taux de fécondité le plus élevé au monde. Ce projet a pour objectif, d'après le président du Parlement burkinabé, Salifou Diallo, de maîtriser le boom démographique en cours en Afrique. C'était lors d'une rencontre régionale sur la démographie samedi à Ouagadougou. Il est dit qu'avec un taux de fécondité général de 5,6 enfants par femme, la population de l'espace CEDEAO se situera en 2050 autour d'1 milliard d'habitants, dont la moitié sera constituée de jeunes. Les parlementaires estiment donc qu'il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CEDEAO pour promouvoir un réel développement viable et durable. Pour ce faire, il sera question d'adopter dans leurs États respectifs des stratégies afin de faciliter un déclin rapide et volontaire de la fécondité grâce à l'accès universel à la planification familiale, l'augmentation du niveau d'éducation des femmes et le renforcement des efforts pour améliorer la survie de l'enfant. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé dimanche une tournée dans le Golfe. Objectif, tenter de déminer les tensions entre le Qatar et ses voisins. Il a à cette occasion estimé qu'une extension de la crise du Golfe n'était dans l'intérêt de personne. Pour tenter d'apaiser les tensions entre le Qatar et 4 pays arabes qu'il accuse de soutenir l'extrémisme islamiste et de se rapprocher de l'Iran, le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé ce dimanche une tournée dans le Golfe. Mais avant de prendre l'avion pour l'Arabie Saoudite, le président turc a déclaré lors d'une conférence de presse à Istanbul qu'il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage.
Le chef de l'État turc s'est entretenu ce dimanche avec le roi Salman d'Arabie Saoudite à Jeddah, dans l'ouest du royaume, sur la conjoncture régionale et les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et ses sources de financement. Il s'est ensuite rendu au Koweït, deuxième étape de sa tournée où il a été reçu par l'émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, médiateur dans la crise sans précédent que traverse le Golfe. Ce lundi, il sera reçu au Qatar par l'émir Sheikh Tamim Ben Ahmad Al-Thani. Lutte contre le VIH-Sida, les organisateurs de la conférence internationale de recherche de Paris ont plaidé dimanche. Les États-Unis, premiers contributeurs, doivent rester engagés financièrement malgré les coupes budgétaires prévues par Donald Trump. Dans le financement de la lutte contre le VIH-Sida, les États-Unis ont un apport essentiel. Ceci dit, il est important que leur contribution y soit maintenue. C'est en tout cas le besoin exprimé des participants à la conférence internationale de recherche qui se tient à Paris. Dans le cas contraire, cela se traduirait par des morts et de nouvelles contaminations. Des donneurs importants demandent ou considèrent qu'il faut réduire substantiellement les financements dans la recherche scientifique et dans les programmes. À l'heure où nous parlons, le plus grand et le plus important donneur dans la riposte au VIH a menacé de faire des coupes budgétaires dévastatrices dans la recherche et les programmes de traitement. Ces attaques contre le financement, les principes et les programmes ont déjà commencé à éroder les progrès que nous avons réalisés après tant de travail. Si nous ne contribuons pas activement à la riposte au VIH, nous régressons. Régresser, cela se traduirait par des patients malades, des vies perdues, une transmission continue et des enfants infectés. Un monde dans lequel nous ne voulons pas retourner. Nous sommes en train de briser la colonne vertébrale de cette épidémie. Et nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. C'est un moment de victoire, pas de défaite. Si nous n'avons pas les fonds nécessaires, je pense que les plus vulnérables vont souffrir. Les États-Unis sont historiquement le plus gros contributeur à la lutte contre le sida et de loin, ils représentent à eux seuls plus des 2/3 des financements gouvernementaux internationaux. Si elles sont adoptées par le Congrès, ces coupes priveront 830 000 patients d'antirétroviraux, traitements qui empêchent le développement du virus. Elles entraîneront en outre 200 000 nouvelles infections. C'était votre édition du journal sur Sika. Ravi de vous l'avoir présenté et merci à vous pour votre aimable attention. Restez donc en compagnie des programmes de Sika. Au revoir.